Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série sur comment investir dans l'immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous parler de financement, c'est-à-dire comment vous faire financer par la banque, comment obtenir le financement à 110% dont on a besoin pour faire un bon investissement. Comment se mettre aussi dans les bonnes dispositions pour se faire prêter par la banque. Je vais donc vous donner mes retours d'expérience et mes conseils que j'ai pu utiliser lors de mes plusieurs financements pour mes biens immobiliers. Donc pour avoir un financement, la première chose c'est d'avoir une situation financière propre, avoir une situation financière saine. Ça c'est très important. Ça ne signifie pas forcément gagner énormément d'argent, hein. Ça ne signifie pas gagner 5 000 euros. C'est surtout avoir des revenus stables. Ça peut être 1000, 1500 euros. C'est pas forcément très grave tant que vous avez des revenus stables. Ensuite, il faut surtout éviter les crédits et les crédits à la consommation. Effectivement, les crédits à la consommation, c'est la pire chose. Ça va vraiment diminuer votre capacité d'emprunt, voilà, auprès des banques. Il va aussi falloir ne pas être forcément être propriétaire. Ça, c'est souvent un critère qu'on peut penser obligatoire avant d'investir dans l'immobilier, mais ce n'est pas vrai. On peut être totalement locataire, c'est ce que j'ai fait, et investir dans l'immobilier. Donc, je le rappelle, une situation propre, c'est ne pas avoir de crédit à la consommation, donc tout ce qui est crédit pour les voitures, les meubles, etc. Il faut essayer de réduire ça au maximum. Vos dépenses doivent être aussi justifiées, hein, parce qu'ils vont regarder vos 3 bulletins de dépenses, vos 3 relevés de compte, les 3 derniers relevés de compte, donc sur 3 mois. Donc ça doit être des dépenses justifiées. Vous comprenez bien que s'ils voient que vous claquez tout votre salaire dans les boîtes de nuit ou la voiture, la belle voiture que vous avez, ou que vous partez en voyage tous les 2 mois à l'autre bout du monde et qu'à la fin du mois il ne vous reste plus rien sur votre compte, ça, vous comprenez bien que ça ne va pas le faire. Donc pas de dépenses injustifiées. Très important, montrez aussi à la banque que vous savez épargner. Ça, il faut leur montrer que vous savez gérer votre argent, que tous les mois vous arrivez à mettre de côté, automatiquement ou non, sur un livret d'épargne. Donc moi je vous conseille clairement de faire un virement automatique tous les mois, virer 5, 10, 15, 20% de votre salaire. Certains, moi y compris, arrivent à épargner 30 à 40% de leur salaire. Vraiment ça c'est important. Et ça quels que soient vos revenus, hein. Je le répète, si vous gagnez 5 000 euros mais que vous dépensez 5 000 euros tous les mois, vous n'avez pas une bonne situation financière pour la banque. Donc au final, c'est les gens avec des situations simples qui ont plus de chances de se faire prêter. Ce n'est pas le multi-investisseur ou le multi-entrepreneur qui a 2-3 entreprises. Lui, il aurait une situation plus compliquée par rapport à la banque parce que plus de risques. Si une entreprise fait faillite, comment cette personne-là fait pour retomber sur ses pattes, etc., etc. Une situation simple est vraiment conseillé pour investir dans l'immobilier. Donc ça peut vous concerner vous si vous hésitez à faire votre premier investissement, hein. C'est ce que je veux vous dire. Donc être propre financièrement, c'est simplement 3 relevés de dépenses, 3 relevés de compte à présenter à la banque, hein. C'est pas quelque chose d'incroyable. Voilà, c'est bien ça qu'il faut prendre en compte. Vous pouvez y arriver assez facilement. Donc ça va être, par exemple, dans des solutions un peu plus drastiques, ça va être revendre sa voiture pour acheter une voiture et donc rembourser le crédit et acheter une voiture qui va vous coûter moins cher. Certains, ça va être revendre leur résidence principale parce que ça leur coûte trop cher. D'autres, ça peut être aussi déménager pour louer moins cher ailleurs. Et puis après, ça va être concrètement rembourser ses crédits le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment un très bon conseil pour assainir sa situation financière. Donc, le jour J, quand vous allez rencontrer la banque, hein, très important, vous pouvez poser cette question, cette unique question, très simple, qui va être... donc ça, je parle avant d'investir dans l'immobilier. Vous pouvez demander combien
vous me prêtez si je fais un investissement immobilier demain? Alors, le problème qu'on va rencontrer, c'est que 90% des banquiers ne font pas d'investissement immobilier. Hein. Ils font bien des prêts pour de la location, pour de la résidence principale, mais pour ce qui est de l'investissement, ils ne connaissent pas. Donc, n'hésitez pas aussi à demander à votre banque, donc votre banque préférée, hein, de rencontrer quelqu'un qui fait de l'investissement immobilier, qui prête pour de l'investissement immobilier. Ça va être une question filtre aussi pour toutes les prochaines rencontres et toutes les prochaines banques que vous allez pouvoir rencontrer. Alors certaines banques, on va dire, qui vont partir sur un profil et utiliser le ratio des 33%, donc savoir si vous avez... vous ne devez pas avoir un crédit de plus de 33% de vos revenus. Par exemple, si vous gagnez 1000 euros, on ne peut pas vous prêter plus de 333 euros par mois. Même si ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne dans l'immobilier, je vais vous montrer pourquoi. Mais ça peut être un ratio pris par les banques, hein, le fameux ratio d'endettement. Et puis, un point clé, j'en ai parlé dans les premières vidéos, c'est de trouver une banque qui va vous financer à 110%. Donc, frais d'achat, coûts de notaire et frais des travaux. Ça ne va pas être toutes les banques, donc à vous aussi de poser la question, de vous renseigner pour trouver ce type de banque. Alors, il y a la fameuse question de l'apport. Est-ce qu'il faut mettre de l'apport? Moi, j'ai un peu d'apport, j'ai 10, 20, 30 000 euros d'apport. Est-ce que ça ne serait pas plus rentable de mettre un peu d'apport? Alors, mathématiquement, effectivement, ça va être un peu plus rentable, mais fiscalement, ça va être moins rentable. En fait, vous allez réduire l'effet de levier de la banque également. Donc, même si vous avez de l'argent, je vous conseille de le garder, de l'investir sur d'autres produits financiers comme la bourse ou simplement de le garder en épargne au cas où. Ça va vous aider également à obtenir un prêt. Le fait d'avoir beaucoup d'épargne de côté, ça va sécuriser la banque. Il vaut mieux, même si vous avez de l'apport à mettre, par exemple mettre 10 000 euros dans 5 maisons que 50 000 euros dans une maison. D'accord? Vous comprenez bien que dans un cas, vous avez un patrimoine d'une maison, pour résumer, et dans l'autre cas, vous avez un patrimoine de 5 maisons qui va arriver. C'est complètement l'effet de levier que je viens de résumer. Alors, avec la banque, comme je vous le disais, la négociation pour avoir un prêt à 110%, ça ne va pas être facile. Hein. Il va falloir être motivé parce que tout simplement pour eux, c'est plus risqué. Vous comprenez bien qu'ils vous financent déjà le prix du bien et en plus, ils vous financent les travaux et les frais de notaire. Donc, si jamais ça se passe mal, hein, dans le pire des cas, c'est ce qu'ils imaginent, la banque, et ben, au pire, ils pourront revendre que le prix de la maison ou de l'appartement. Donc les frais de notaire et les frais des travaux, ça serait perdu pour eux. Alors ça c'est leur raisonnement, donc c'est pour ça que je vous explique que ça va être un peu plus dur à obtenir. Il va falloir être motivé vraiment et leur montrer par les chiffres qu'ils ont tort et qu'ils ne prennent que peu de risques. D'ailleurs en France, ça se fait beaucoup, alors que dans d'autres villes, enfin dans d'autres pays, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible, hein, comme l'Espagne ou l'Allemagne, où on va vous demander 15 à 20% d'apport. Donc, si vous êtes en France, ne vous plaignez pas trop, c'est possible vraiment d'emprunter la totalité à la banque. Et puis, il ne va pas falloir s'arrêter au premier refus, hein, évidemment. C'est pas parce qu'un conseiller bancaire vous a dit non que toutes les autres banques vont vous dire non. Hein. Surtout, il faut persévérer, il faut au moins aller voir 5 banques pour se faire une véritable idée. Certains vont vous dire que c'est impossible, mais vraiment ne lâchez pas le morceau, c'est possible. D'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que n'hésitez pas aussi à aller voir des courtiers en crédit. Eux, ils doivent mieux connaître les banques et mieux connaître quels dossiers vont passer auprès de quelle banque. Ça change énormément. Et puis, si jamais vous avez toujours du mal, vous pouvez
en astuce, je vous donne cette astuce, c'est utiliser le fait que ça soit votre résidence principale. Vous dites que ça va être pour votre résidence principale. C'est une astuce totalement légale, hein, sinon je ne vous la donnerai pas évidemment. On a le droit de dire que c'est pour notre résidence principale et après la louer. Hein, parce qu'on peut toujours dire qu'on a changé d'avis, qu'on a déménagé, qu'on souhaitait plus grand après. Alors évidemment, vous comprenez que si vous avez un appartement de 100 mètres carrés et que vous achetez un studio, ça aura du mal à passer. Hein. Vous comprenez le principe. Donc c'est un argument que vous pouvez donner une, voire 2 fois maximum, hein. Après ça ne passera pas. Mais utilisez cet argument pour démarrer et il y aura en général pas de problème parce que pour les banques c'est beaucoup plus simple de prêter pour une résidence principale. Hein. Ça rentre dans un autre tableau, d'autres critères et tout simplement ils vont l'accorder beaucoup plus facilement que pour un investissement immobilier. Ensuite, un dernier astuce, ça va être de demander aussi un différé pour le prêt, le temps de faire les travaux, si vous avez des travaux dans votre bien immobilier. C'est-à-dire que vous allez payer que le crédit, enfin que le coût du crédit. Et par exemple, pour un crédit de 650 €, vous allez payer plus que 200 € tous les mois. Ce qui va vous permettre d'éviter de mettre de l'argent de votre poche pendant les travaux. Et même, le mieux, c'est de pouvoir louer avant la fin du différé. Comme ça, vous pouvez récupérer encore un maximum de cash flow pendant le temps du différé. Hein. Imaginez, au lieu d'avoir des mensualités de 650, vous avez des mensualités de 200 €. Et bien, cette différence-là, c'est dans votre poche, hein, si vous arrivez à louer. Alors, je voulais dire aussi que lors de l'obtention du prêt, il ne faut pas s'attarder sur les détails. Hein. Effectivement, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut négocier dans un prêt ou un crédit immobilier, comme les frais de dossier, la garantie, l'assurance emprunteur, les conditions de remboursement anticipé. Ça, c'est vrai qu'on peut gagner des milliers d'euros réellement. Moi, je vais aller à l'essentiel dans cette vidéo, parce qu'on n'a pas non plus 4 heures hein, devant nous. Mais ne vous attardez pas sur le taux. Ça peut être l'erreur faite par les novices, les débutants, qui, eux, veulent le meilleur taux qu'ils ont vu sur le site internet, le taux à 1,50. En réalité, ça change vraiment rien. Le plus important, c'est vraiment d'avoir le financement à 110%. Que vous ayez 1,50, voire 2,50, voire 3%, c'est vraiment pas grand-chose. En fait, il faut bien vous mettre dans la tête que c'est pas un investissement, enfin c'est un investissement justement, c'est pas l'achat de votre résidence principale. C'est-à-dire qu'on a une rentabilité en face. On a des revenus en face, on a aussi des charges. C'est un business en fait, donc c'est une entreprise. S'il faut mettre 10 000 € pour gagner 100 000 €, eh ben, il faut le faire. Donc si vous gagnez de l'argent, c'est suffisant en fait. Si vos calculs vous montrent que c'est bon, que vous gagnez 50 ou 60 € de plus, ça ne va pas changer grand-chose en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ensuite, j'en ai déjà parlé un petit peu, les ratios et les calculs utilisés par les banques. Quels vont être ces calculs? Alors, les banques, en général, vont prendre 70% de vos revenus bruts pour avoir leur estimation de revenus nets. C'est-à-dire que si vous avez 1 000 € par mois de revenus locatifs, ils vont estimer que vous n'avez que 700 €. Parce qu'ils savent que, tout simplement, il y a des charges d'exploitation, comme la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance, les frais de gestion. Principalement, ça va être ces points-là. La vacance locative aussi, vous n'allez pas louer toute l'année. Donc en général, ils se trompent pas trop mal, hein. Ils se trompent pas trop, ils prennent 70% et en général, c'est ce que vous allez avoir réellement dans votre poche. Après, ça dépend des modes d'exploitation, bien sûr. La colocation et la location courte durée, il y a un peu plus de charges dans ces locations-là, donc ça sera un peu plus, ça sera différent, ça sera calculé manuellement. Et en fait, vous allez vous rendre compte que si vous respectez bien ce ratio, normalement déjà il y aura moins de problèmes pour vous faire prêter par la banque, mais vous vous rendez compte aussi que si vous gagnez de l'argent avec l'immobilier, eh ben, votre taux d'endettement diminue en fait.
Parce que imaginez que vous gagnez 2000 € en revenu de salarié et 500 € en mensualité à rembourser tous les mois. Sauf que si vous gagnez en fait 200 € de plus grâce à votre investissement immobilier, et ben vous gagnez 2200 € en tout, pour toujours 500 € de mensualité. Donc la capacité diminue. C'est comme ça que font tout simplement les investisseurs immobiliers à succès, c'est qu'ils gagnent de l'argent vraiment grâce à leur investissement. Alors il faut savoir aussi que chaque banque a sa manière de faire, hein, c'est ce que je disais. Une banque va plutôt apprécier les entrepreneurs, une autre banque va plutôt apprécier les couples. Il va falloir tester sur place. Certaines banques vont aussi utiliser le reste à vivre, savoir si il vous reste au minimum 800 € à la fin du mois, hein, après votre salaire et remboursement du crédit. Ça va être des choses vraiment différentes pour chaque banque. Moi, je vous donne un conseil, c'est aussi de vous rapprocher des banques régionales. Elles ont plus de souplesse, elles sont plus simples, elles ont plus de pouvoir de décision en fait que des banques nationales. Ça va être par exemple le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne et la Banque Populaire. Elles fonctionnent par agence régionale. Comme je vous le disais, c'est plus simple pour discuter avec eux. Alors que les banques nationales comme BNP, LCL, Société Générale, elles sont plus structurées. Elles doivent respecter des cases. Moi, par exemple, on m'a dit clairement à la Société Générale que si je n'avais pas de résidence principale, c'était impossible d'investir dans l'immobilier. Il y a aussi les banques en ligne, mais là, vous allez avoir des conditions plus restrictives. Par exemple, Boursorama ne prête pas pour de la location meublée. C'est un exemple. Et ensuite, vous pouvez vous tourner aussi vers les banques étrangères. Ça peut fonctionner, les banques portugaises, les banques espagnoles, implantées en France, bien sûr. Mais ça peut fonctionner aussi, à vous de tester vraiment les banques. Mais vraiment, ne lâchez pas le morceau, même si vous avez 4 à 5 refus, il faut continuer à aller voir des banques. Je vais parler de la fiscalité en immobilier. Alors, je vais survoler le sujet, hein, je vais synthétiser parce que ça pourrait prendre des heures. Donc, pour résumer, hein, la location nue, c'est pas du tout optimal parce que les revenus immobiliers vont s'ajouter à vos revenus de salarié. Vous allez augmenter de tranches d'imposition, vous allez payer la tranche d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc si vous êtes à une tranche de 30%, ça va faire 30 plus 17,2, c'est les prélèvements sociaux en 2020. Donc ça va vous faire 47,2% d'impôt. C'est vraiment pas optimisé. Non. Je vous conseille vraiment de faire du meublé. Donc de la location meublée à l'année, de la colocation ou de la location courte durée. Ça va être vraiment le meilleur moyen pour optimiser la fiscalité parce qu'on va pouvoir amortir en fait 70% du prix du bien. On va pouvoir aussi amortir les frais de notaire, les travaux, ça c'est pareil en location nue. En fait, voilà, la grosse différence c'est qu'on peut amortir 70% du prix du bien sur 30 ans et on peut aussi amortir la valeur du mobilier. Pour ceux qui sont à la campagne et qui veulent investir dans un immeuble de rapport, et cet immeuble de rapport est en location nue, là je vais vous conseiller de partir sur de la société et la SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Vraiment pour séparer votre fiscalité immobilière de votre fiscalité personnelle. Et pour ceux qui ont un gros parc immobilier, des gros investisseurs, donc pour moi c'est à partir de 5 biens immobiliers, on va parler de montage un peu plus complexe. Donc ça va être des holdings ou plusieurs SCI, toujours à l'IS. Après c'est un montage à faire avec un expert comptable et là ça va vous permettre vraiment d'optimiser la fiscalité parce qu'on va pouvoir en fait, rebalancer des flux de trésorerie entre ces sociétés. Je vous explique rapidement le fonctionnement. Les sociétés sont imposées sur les bénéfices et ne sont pas imposées aussi sur les revenus bruts que vous allez toucher, comme c'est le cas pour la location nue en immobilier. Voilà, je ne peux pas rentrer dans les détails, hein, ça prendrait vraiment des heures de vidéo. J'essaye de débroussailler le terrain. Si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez aller voir sur mon blog. Et puis il y a aussi tellement d'informations disponibles sur Internet que je vous encourage vraiment
à vérifier ce que je viens de vous dire et obtenir plus d'informations si nécessaire sur Internet. On arrive à la fin de cette vidéo. Demain, je vais vous montrer comment améliorer la qualité du bien, mais aussi comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier, comment calculer le cash flow. On va être ensemble derrière mon écran et je vais vous montrer une étude immobilière lambda. Allez, je vous dis à demain.